Nous évoquions la Zambie où le gouvernement prévoit faire une taxation des appels téléphoniques via Internet. Et Jean-Luc Kassia-Collé, vous aviez la parole. Oui, donc je crois que... il faut permettre à nos sociétés d'évoluer, d'accord. Il faut permettre à ces sociétés-là, surtout celles qui sont étatiques, d'évoluer, de se faire de l'argent pour permettre à nos pays de se développer. Les pousser à s'adapter à la nouvelle donne. Oui, peut-être. C'est là où peut-être je dis qu'il y a un peu défaut. Oui, comme tu le dis, il faut les emmener à s'adapter à la nouvelle donne. C'est ce que peut-être nous devons faire en Afrique. Ouais. C'est ce qui nous manque peut-être. Le soleil. Oui, au fait, c'est ça aussi. Il faut évoluer. Et nous vivons dans un monde moderne où tout évolue. Il faut amener nos sociétés classiques à s'adapter à l'évolution du monde actuel. Et aussi, surtout, et n'oublions pas que dans ce monde commercial, c'est la concurrence. Et des fois, il faut s'adapter à l'évolution et à l'environnement pour pouvoir aussi exister sur le plan économique et commercial. Donc, il faut les amener aussi à innover et à chercher encore d'autres moyens pour pouvoir lutter contre cette concurrence au niveau international. Donc, on le dit souvent, le monde est devenu maintenant un village planétaire et il faut s'adapter à l'environnement et à tout ce qui se passe au niveau international. Donc, je reviens sur la taxation. Je crois que l'État aussi n'exagère pas trop par rapport au taux de l'augmentation de la taxation au niveau de la téléphonie. Et je crois que ce n'est que de bonne guerre pour pouvoir régulariser les choses et permettre aux sociétés aussi d'évoluer. Alors, quand on demande à nos sociétés de s'adapter à l'évolution, il y a aussi le problème, Adam, on peut le prendre sous un autre angle. Quand on prend Skype, WhatsApp, Viber, c'est des choses, sociétés internationales, mais créées par parfois des étudiants. Que font les Africains en cette matière? Voilà, c'est toute la question. Je pense on a plein de développeurs d'applications qui font le dos rond sur le continent, mais qu'est-ce qu'ils conçoivent finalement? Non, c'est vrai que moi je pense que les Africains, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore créé des applications qui puissent concurrencer ou à la taille de Viber, des autres réseaux sociaux. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, moi j'ai assisté une fois où EcoBank avait lancé un prix international, il fallait inviter les développeurs d'applications qui ont conçu des applications formidables aujourd'hui, ou EcoBank ou d'autres banques utilisées, ça ce sont des conceptions africaines. Oui, mais peut-être des choses pratiques accessibles à tout le monde. Non, ça fait gagner, sauf qu'aujourd'hui... Pas à des sociétés. Non, c'est parce que la population, le bas peuple, c'est-à-dire que ce sont des conceptions qui n'intéressent pas aujourd'hui le bas peuple. Mais ça fait énormément d'argent dans d'autres secteurs que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais fondamentalement, ce que moi j'allais dire, le vrai problème réside à l'adaptation dont vous avez posé le problème aujourd'hui pour un peu mesurer les facteurs de succès. Parce que moi j'ai essayé de faire un petit rapport. Lorsque le sujet vous l'avez envoyé, j'ai essayé de faire un petit rapport similaire à la taxation. Vous savez, lorsque nous avions eu ces réseaux sociaux où les TIC sont apparus dans la sphère médiatique africaine, moi je me suis posé deux questions. D'abord, pourquoi en Occident, quand bien même aujourd'hui nous avons vu des sites qui naissent au quotidien d'ailleurs même, mais il y a toujours ces médias traditionnels, notamment les presse sur bon papier, qui ont toujours résisté à l'Occident. Et partant de là, moi j'ai eu deux réponses. J'ai eu deux réponses qui ont commencé par faire leur preuve aujourd'hui lorsque nous prenons notre environnement. D'abord, aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple, vous éditez par exemple un journal papier que vous éditez peut-être 4000 pour seulement la population togolaise. Aujourd'hui, les TIC vous donnent la possibilité de vendre partout dans le monde. Donc vous convenez avec moi, quoi qu'on dise, ils auront plus à faire de gains lorsqu'ils adaptent. Lorsque vous le prenez comme des menaces, ça vous menace. Mais lorsque vous le prenez comme opportunité, vous gagnez toujours. Donc moi je pense que le problème réside là. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, avec ce que nous avons, si on s'est vite jeté,
Il y en a même qui ont carrément laissé ce support-là. Mais aujourd'hui, qui ont compris que c'était une erreur. C'était une erreur. Aujourd'hui, lorsque vous vendez carrément au monde entier, c'est mieux que de vendre seulement à la population togolaise qui fait à peine 7 millions d'habitants. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même penser plus adaptation que de pouvoir voir ces réseaux sociaux comme des menaces. Alors, Beau Soleil, on évoquait le sujet même de ce que créent les Africains. Si on prend par exemple WhatsApp, je dis WhatsApp, Facebook, c'est un jeune étudiant qui l'a créé pour son campus et aujourd'hui c'est devenu mondial. Alors, où se trouvent les jeunes du continent? Oui, les jeunes du continent font beaucoup d'efforts. Et à chaque fois, c'est toujours ce qu'on dit, mais on ne voit jamais ces efforts. On ne voit jamais, c'est par rapport à l'environnement. L'Occident est en avance sur l'Afrique. Et depuis des décennies. Et les conditions dans lesquelles évoluent nos jeunes qui s'efforcent de faire aussi quelque chose, et ce n'est pas les mêmes conditions que ce qui se passe en Occident. Donc, on ne peut pas comparer la Silicon Valley à un truc au niveau du continent. Mais disons que l'Afrique aussi est en train de suivre. Mais bon, vivement que les efforts puissent s'accélérer pour que nous puissions aussi avoir... Vous pouvez être optimiste. Je crois que nos États n'ont pas pour idée première d'investir dans ces secteurs-là. Déjà, est-ce que sur le campus de Lomé, on a... Justement, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a même pas de faculté, il n'y a même pas d'école en ce sens? Je ne crois pas. Oui, chez nous, il y en a. En développement d'applications. Développement d'applications. Sur notre université publique. Bien sûr. À l'université de Lomé. C'est un centre. Oui, c'est un centre. Ça, c'est un centre. Il y a une différence. Non, il y a une différence. Il y a une différence entre un centre, une école et une faculté. Il y a eu, maintenant, parce qu'avec l'évolution, il y a eu des concepts qui sont intégrés au CIC que les gens n'ont pas vu pendant l'université de Cara. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Donc, les États font des efforts. Non, moi, je pense que les États, c'est maintenant peut-être que ça commence à venir. Les États. Il y a de communication assez là-dessus, si bien que c'est un peu en vase close. Lorsque vous n'avez pas l'information. Mais malheureusement, on ne voit pas les fruits. Malheureusement, on ne voit pas les fruits. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'ils créent? C'est ça le problème. Il faut qu'on injecte assez d'argent, des milliards dans ce secteur pour pouvoir avoir quelque chose de potable. Et c'est ce qui est malheureux. Bon, on peut peut-être comprendre que c'est parce que nos États commencent maintenant, qui commencent par émerger, ils commencent par venir. Peut-être que c'est ça, nous sortons, la plupart des pays africains commencent par sortir de la dictature pour venir à la démocratie et tout. Et donc c'est maintenant que ça commence par venir. Et prions pour que nos États prennent conscience, investissent dans ce secteur-là et permettre à ces jeunes-là qui sont intelligents, parce que nous avons de jeunes très très intelligents dans le domaine. Ça, je vous ne dirai pas le contraire. Et donc je crois qu'il faut, au lieu d'investir peut-être dans l'armement, investir dans ce secteur. Non, je suis sérieux. Au lieu d'investir dans l'armement, je ne dis pas de ne pas investir dans l'armement, mais que le taux d'investissement soit assez élevé par rapport à l'armement. Je crois que c'est ce que nos États doivent comprendre. Booster ces jeunes-là, les emmener à aller de l'avant, et je crois que l'Afrique en profiterait. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Oui, bon, je suis d'accord, mais il y a des études qui ont aussi prouvé que aujourd'hui, lorsque vous prenez les grands concepteurs ne sont pas forcément ceux qui ont fait de grandes écoles d'informatique. Ils sont d'ailleurs, même lorsque vous les prenez, vous les voyez, ils sont ceux-là même qui n'ont pas embrassé ce domaine-là. Donc ça voudrait dire que l'ingéniosité, je pense qu'il faudrait quand même cibler, comme certains États ont commencé par le faire, en lançant un certain nombre de concours pour des concepteurs, ceux qui peuvent nous créer. Et partant de là, on peut avoir des pépinières, des concepteurs qui ne sont pas forcément ceux sortis d'écoles ou de grandes écoles, mais qui ont quand même cette idée d'ingéniosité à pouvoir créer. C'est vrai que le Togo, on peut prendre peut-être l'école de sciences qui peut, qu'on a créé le lycée, créer des trucs comme ça qui puissent quand même permettre à ces jeunes-là de pouvoir mettre en exergue un certain nombre de connaissances qu'ils ont.
D'accord, on revient maintenant à un autre sujet, c'est le Mali. Ibeka élu officiellement à la tête du Mali pour les 5 prochaines années. Le président sortant a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et entamera début septembre un deuxième et dernier mandat de 5 ans dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Alors, je proclame élu. Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré dans la matinée de ce lundi la présidente de la Cour constitutionnelle Manassa Dinioko, dont les décisions sont sans appel. Justement, Beausoleil Obekou, c'est peut-être ce qu'il faut retenir dans cette affaire, parce que la Cour constitutionnelle confirme, ça c'est pas une information, tout le monde savait que ce serait le cas, mais c'est sans appel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant des agitations de Soumaïla Sissi? Non, au fait, il faut que le Soumaïla Sissé revienne à la raison et que, au fait, il devait même féliciter le vainqueur. Il l'a fait en 2013. Oui, s'il ne le fait pas maintenant, c'est peut-être qu'il a de bonnes raisons. Non, pas du tout. Bon, peut-être il peut avoir de bonnes raisons, mais quand on suit très bien l'évolution de cette situation au niveau du Mali, et bon, il y a beaucoup de signes qui quand même annonçait cette victoire de Ibeka. Vous n'êtes pas sans savoir. Bon, ça c'est des statistiques depuis que le Mali a amorcé la démocratisation, bien les élections au niveau de ce pays, il n'y a jamais eu de président. Bon, ça c'est au niveau des statistiques. Je ne dis pas que ça doit être, c'est une vérité biblique, mais c'est un président n'a jamais organisé les élections. Non, pas du tout. N'a jamais fait un mandat et qu'après ce mandat-là, il a été battu au niveau. Ça fait partie aussi déjà, est-ce qu'ils en ont beaucoup connu de président Moussa Mara, il y a eu l'autre là, ATT, Toumani Touré, il y a eu, avant TT, j'oublie son nom qui m'échappe un peu, et puis il y a Moussa Traoré, après Moussa Traoré, il y a eu un autre, et puis ATT, et puis Ibeka, donc il n'en a pas beaucoup connu. Oui, mais il n'en a pas beaucoup connu, mais l'essentiel, c'est que le peuple se prononce lorsque le moment l'exige et qu'il choisisse le candidat ou bien le président qu'il souhaite conduire sa destinée pendant un mandat donné. Et cette élection, quoi qu'on le dise, quand même, a été quand même déclarée une élection acceptable par les observateurs et tous ceux qui font les analyses. Mais on ne peut que souhaiter bon vent au nouveau président élu. Et vous l'avez dit aussi, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Et c'est dans tous les pays démocratiques. Donc, on n'a plus rien à faire. Il faut se préparer pour la prochaine élection présidentielle au niveau de... C'est en 2023. Jean-Luc Beausoleil évoquait un point très important, c'est que les observateurs ont salué, bon, on dit qu'il n'y a pas eu de fraude, des irrégularités. Peut-être les présidents sortants s'accrochent un peu trop aux salutations des observateurs. Non, je crois que moi, cette histoire d'observateur, je n'y crois plus trop. Parce que ça a toujours été la même formule. Les élections sont bien déroulées, à part quelques irrégularités et tout. Mais tant qu'on dit qu'il y a irrégularité, ça veut dire qu'il y a problème. Alors moi, c'est vrai, il y a ceux qui sont au pouvoir qui font tout pour avoir l'aval de ces observateurs-là, surtout quand ils sont étrangers, pour qu'on puisse dire à l'extérieur que tout s'est bien déroulé, les élections sont bien déroulées, les observateurs ont même approuvé, et donc là, on a gagné haut la main. Mais moi, je pense que c'est regrettable pour l'Afrique, qu'on soit toujours à cette étape-là, qu'on organise des élections et que ça souffre toujours qu'il y ait toujours de carences. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est les présidents sortants qui organisent mal, ou bien c'est les opposants qui ne savent pas faire preuve de gentleman? Ils ne sont pas gentlemen. Non, je crois que les présidents sortants, ils organisent, ils font tout pour conserver le pouvoir.
et ne pas se déclarer, je dirais, perdants. Ils font tout pour garder le pouvoir. Et là, ça révolte. Ça révolte ceux qui sont de l'autre côté, qui veulent arriver au pouvoir, qui présentent bien sûr des preuves pour montrer que les élections ne sont pas bien déroulées, mais au finish, on a une cour constitutionnelle peut-être qui est aux bottes, qui est aux ordres, qui proclame la victoire de ce candidat-là, et malheureusement, ses opposants ne peuvent rien faire. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont obligés de descendre dans la rue pour manifester leur ras-le-bol, et ça entraîne des violences. On va au dialogue, on cherche à trouver des solutions, des feuilles de route par ici et par là, et la même histoire recommence. Je crois que, en tant qu'Africain, à un moment donné, même si on est au pouvoir, il faut comprendre que le peuple a sa volonté qu'il faut respecter. Quand le peuple ne te choisit pas, aie le courage de partir, peut-être de revenir. C'est un seul mandat. Alors, si le peuple te choisit, gagne. Vas-y et fais ce que tu as à faire. Mais tant que ces présidents-là, sortants, chercheront toujours à garder le pouvoir en ne travaillant pas, en ne développant pas leur pays et en organisant des fraudes pour se faire élire, il y aura toujours ces problèmes-là. Et l'Afrique ne s'en sortira pas. Alors, Adam Adjando, vous comprenez quand même pourquoi les Maliens, du moins ceux qui sont sortis voter, ont choisi ou préféré la continuité? Non, et vous savez, les élections au Mali, comme partout ailleurs, lorsque vous avez un président sortant qui organise les élections, on a vu rarement que ce président appelle les élections. Moi, je me dis ce problème-là pose une question de rationalisation des principes électoraux pour pouvoir avoir des élections crédibles, acceptables par toutes les parties. Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous prenez un peu le schéma ayant conduit à la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, vous aurez dû constater que, en avance, à l'amorce même des échéances électorales, il y a eu des contestations, des réticences sur un certain nombre de critères où on ne s'est pas entendu, mais il y a eu des formules qui ont permis à l'opposition de pouvoir aller à ces élections-là. Ça voudrait dire que les résultats, quoi qu'il en soit, même si les principes étaient acceptés par tous les deux bords, ça voudrait dire que les résultats en avance seront contestés, dans la mesure où on ne s'est pas attendu ni sur, on ne va même pas parler des fichiers électoraux et ses consorts, sur un certain nombre de principes. Donc il faudrait qu'en avance, moi je me dis en Afrique, on a quand même eu déjà cette maturité politique-là, ou démocratique, et qu'il faut partir à de bons points. Si on estime que ces élections-là, on ne les organise pas forcément pour les gagner ou pour les perdre du moins, il faudrait que les règles du jeu soient les mêmes en avance avant d'aller aux élections, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça voudrait dire qu'il y avait déjà une prédisposition au niveau des oppositions à pouvoir contester ces élections-là. C'est là où on en est. On en est là. Et je pense qu'aujourd'hui, bon nombre de pays devaient tirer l'exemple. Et lorsqu'il y a des contestations en avance, qu'on puisse entendre, qu'on puisse les régler avant d'aller à ces élections. Je pense que ça aurait évité un temps soit peu de toujours être dans cette contestation à rebond qui est interminable qu'on connaît dans tous les pays africains. Alors, Beau Soleil, est-ce que Ibeka réélu peut-il être fier de cette réélection? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a participé à une compétition électorale et il est sorti vainqueur. Pourquoi ne pas être fier? Nous sommes sur un terrain politique et dans une démocratie. Bon, peut-être aurait-il pu être fier il y a 5 ans. Il a gagné, son challenger a reconnu, l'a appelé même avant la proclamation des résultats. Mais là, la même personne dit niet. Il y a eu des courages. Oui, mais ce n'est pas parce que nous contestons que les élections n'ont pas été crédibles ou propres. Ce n'est pas ça. Oui, mais c'est ce qui dit que les élections n'ont pas été propres, qu'il y a eu des bourrages d'une. Bon, il a apporté les preuves. Il a apporté des preuves. Le fait de relever les manquements n'atteste pas que les élections n'ont pas été crédibles. Non. Quand on relève les manquements,
c'est pour les présenter et peut-être et faire des recours. Oui, il a fait des recours et la Cour l'a débouté. La Cour l'a débouté, c'est parce que la Cour est compétente pour juger de la crédibilité ou non, ou bien de la recevabilité de... Et ça pose la question même de ces cours-là. Oui, ça pose la question de ces cours. Mais moi, ce que je dis, ce n'est pas parce que nous sommes d'un côté ou de l'autre qu'il faut en même temps croire que ce que dit l'autre est vrai. Moi, je ne dis pas que il ne peut pas avoir de la fraude. Et par exemple, aux élections au Mali, des élections sont contestées, la crédibilité ou bien les élections ont été toujours entachées de peut-être des petites irrégularités partout. Par exemple, quand on parle des élections passées aux États-Unis, qui est une grande démocratie, mais on dit que la Russie est intervenue, a influencé et ça n'a fait qu'avantager Donald Trump. Mais la démocratie continue, la vie politique continue aux États-Unis. Moi, c'est que nous avons une cour constitutionnelle et à la base, en amont, on était d'accord. On a posé ces candidatures sous cette cour constitutionnelle. Cela veut dire qu'on fait confiance à cette cour constitutionnelle. Mais quand on n'a pas le choix aussi. Mais quand on n'a pas le choix, pourquoi on fait cette politique-là? Et puis, il ne faut pas à chaque fois croire que c'est parce que c'est celui qui crie haut qui a raison. Il y a une institution qui est là et quand on fait les recours, c'est cette institution qui juge peut-être en dernier ressort de la recevabilité, bien de la crédibilité de ces recours. Et lorsque on fait confiance, quand on ne fait pas confiance à cette institution, on dépose les candidatures devant quelle institution? C'est la même institution. Et quand on va à ces élections et qu'on arrive à faire ces recours-là au niveau de ces institutions et que ces institutions se prononcent et en faveur du candidat en face, mais il faut l'accepter sportivement. Donc, Jean-Luc. Oui, mais quand par exemple on me dit que faudrait pas contester parce qu'on a déposé sa candidature devant une cour constitutionnelle. Non, il ne faut pas contester. Non. Il dit mais il faut finalement accepter la décision de la Cour. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que mais quand la Cour constitutionnelle, on vous oblige. Qui vous oblige? Non mais attendez. Quand par exemple, on oblige la Cour ou non, pas non. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand par exemple, on lance le processus électoral, on dit allez déposer vos candidatures. Vous allez devant la Cour constitutionnelle pour déposer. D'accord. Alors, bien sûr, on sait que la Cour peut-être est au bord ou aux ordres, mais on est obligé d'aller déposer ça. On est obligé, on n'a pas le choix. Mais non. Quand cette cour ne dit pas le droit, mais il faut la contester. Malheureusement, il n'y a pas d'autre recours. C'est ce qui emmène certains à aller dans la rue. Et je crois que nos cours constitutionnelles doivent aussi arriver à être indépendantes, chercher à démontrer si vraiment il y a eu fraude ou pas, pour que ces problèmes-là puissent cesser en Afrique. Alors justement, ça pose aussi une autre question. Est-ce que c'est la Cour qui cherche les éléments de fraude ou c'est ce qu'on lui fournit? C'est ce qu'on lui fournit, bien sûr. C'est ce qu'on lui fournit qui lui permet de se prononcer. Mais quand, par exemple, vous n'allez pas me dire que Soumaïla Cissé n'a pas apporté de preuves. Il en a apporté. Moi-même, j'en ai vu. Beaucoup même. Alors, quand on lui dit alors que bon ces preuves-là sont insuffisantes pour déclarer que les élections n'ont pas été entachées, sont mal organisées, mais mettez-vous à sa place. Il ne sera pas d'accord parce qu'il sait. Oui, c'est de bonne guerre. Et donc je crois que à un moment donné, il faut que ces juges constitutionnels-là puissent chercher à être indépendants et ne pas être aux ordres du politique. Adam. Oui, vous savez, aujourd'hui, moi je pense que la Cour constitutionnelle, que ce soit d'autres recours, doit cesser de considérer, disons, les rapports comment l'appelons, les observateurs comme étant baromètre de pouvoir situer les partis. Ouais, est-ce que c'est ce qu'ils font dans ces cours? Oui, parce que, non, quelque part, on a tendance à... Eux-mêmes, ils sont des observateurs. Non, aujourd'hui, il y en a, il y en a pas au Togo, on en a connu, la Cour constitutionnelle lui-même a mis des observateurs sur le terrain. Ailleurs aussi, le font. Parce que ça pouvait quand même permettre à ce qu'ils puissent avoir des éléments concrets pour contester les recours à lui présenter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme bon nombre de partis. Ils se captent souvent sur les rapports des observateurs.
Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne qui a même dit qu'il n'y avait pas eu de fruits, il y avait des irrégularités. Et il y a l'Union africaine qui a présenté d'autres institutions sur le journal international qui présentent. Donc, ils se basent sur ces rapports-là pour départir les trucs. Or, eux, ils ne font que des visites sporadiques et spontanées. Ils partent. Ce qui se passe derrière tout ça, ils ne le savent pas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on encourage toujours les cours constitutionnels à pouvoir mettre eux-mêmes les observateurs sur le terrain. Et lorsqu'il y a des ressources qui puissent être interpellés et venir voir de visu. Comme ça, lorsqu'on leur présentera ces recours-là, qu'ils puissent les considérer au même pour ne pas léser les partis. Mais il ne faut pas aussi oublier que peut-être, par exemple, dans le cas du Mali, on avait 23 000 bureaux de vote. Alors, si peut-être il y a des fraudes dans 200, ça n'influence pas tout le vote. Non, ça vient. Du moment où il y a 200, moi je dis c'est à considérer. Parce que quand on dit irrégularité, mais attends, qu'est-ce qu'on appelle irrégularité? Ça veut dire que c'est pas régulier. Quand est-ce que cette irrégularité comment entache la crédibilité de tout le scrutin? Et ils le savent. La Cour constitutionnelle, la loi est claire. Chaque pays a, au niveau de la Constitution, on sait, ou bien du code électoral, on sait quand les irrégularités amènent à déclarer un vote annulé. Comme dans le cas du Kenya où on a annulé un vote suite à un recours de l'opposant qui a perdu les élections. Mais les cours constitutionnels, il faut leur faire confiance. Et qui finalement a joué un mauvais jeu. Surtout celles en Afrique, les cours constitutionnels en Afrique, moi je dis non. Parce qu'il y a des cours constitutionnels, lorsque les gens font des recours, on voit des fois même les résultats modifiés. Oui, bien sûr. Compte tenu de certains nombres de directs, ils annulent quelque part. Et le cadre encore le système. On va marquer la pause, elle sera la grande, et puis on revient juste après le jour. Le processus. Non, c'est observateur.